Depuis que vous avez chassé la France du Sahel, vous attendez quoi pour sortir de l'UMOA? C'est toujours la France qui vous empêche de rompre avec le franc CFA. Pourquoi ça prend du temps comme ça? Les dirigeants de l'AES sont des plaisantins. Voilà quelques interpellations auxquelles je suis régulièrement confrontée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. En début d'année, je vous ai posé la question de savoir si vous souhaitiez que je revienne sur la thématique du franc CFA. Et vous avez été des milliers à me répondre par l'affirmative. Chose promise, chose due. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Ce qui m'a poussée à faire cette émission aujourd'hui, c'est un incident qui s'est déroulé il y a quelques jours. Mais repartons d'abord un peu plus loin dans le temps. Le 17 janvier 2023, lors d'une interview qu'il accordait à André Berkoff sur Sud Radio, à l'occasion de la sortie de son autobiographie intitulée « Mes souvenirs pour l'avenir », le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, disait ceci. C'est passé comme un grain de sable. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais peut-être que les jeunes générations aujourd'hui n'acceptent pas que les forces qui veulent le statu quo du néocolonialisme ou du paternalisme, les jeunes, c'est souvent les jeunes, ils ne sont plus d'accord. On peut faire l'effort, non? D'aller vers les formes nouvelles de relations entre les États d'Afrique et les autres. Je crois que les jeunes se battent pour obtenir cela. À votre avis, est-ce que les politiques, je dirais, que vous rencontrez... Vous parlez des Africains? Alors, je parle des Africains et des Français. Est-ce que les politiques africains, alors je ne veux pas généraliser, mais enfin, est-ce qu'ils ont pris conscience de ce que vous avez pris compte de ce que vous décrivez? Je pense que oui, parce que je ne vois pas comment quelqu'un pourrait être dirigeant dans un pays sans tenir compte de l'opinion dominante dans le pays. Je pense que oui. Entendre cela de la bouche d'un des piliers de la France-Afrique était extrêmement porteur d'espoir. Un des vieillards qui dirige l'Afrique centrale, ex-putschiste et général d'armée de surcroît, semblait enfin trouver un peu de dignité sur ses vieux jours et vouloir sauter dans le train en marche de la conquête de notre souveraineté que nous avions remis sur les rails depuis Sochi en octobre 2019. Après 40 ans au pouvoir, Sassou Nguesso reconnaissait donc que notre combat est le bon combat et qu'il est vain pour un dirigeant de vouloir s'opposer à la volonté de changement, d'émancipation, d'autodétermination de la jeunesse africaine dont nous portons la voix par-delà les continents. C'est donc tout à fait sereinement que mon sang et frère de lutte, Kémy Séba, avait choisi Brazzaville pour tenir une conférence de presse, je dis bien une conférence de presse, pas un meeting, sur le franc CFA, le 31 mars 2025. Or, non seulement il a été empêché de le faire, il a été arrêté, interrogé pendant plusieurs heures par les renseignements généraux, avant d'être expulsé vers Kinshasa, mais en plus, 15 jours plus tard, voilà ce à quoi nous avons eu droit lorsque le porte-parole du gouvernement congolais a été interrogé à son sujet. On écoute, c'est un best-of. S'il fallait parler du franc CFA, puisqu'il paraît que la conférence de presse aurait dû tourner autour du franc CFA, alors certainement que ce monsieur avait l'intention de critiquer le fait qu'un pays comme le nôtre, comme d'autres à travers l'Afrique, utilise cette monnaie comme valeur économique faciale et financière pour ses échanges et transactions économiques et financières. Je dois quand même vous rappeler que dans tous les systèmes juridiques au monde, il y a ce qu'on appelle un délit qui est commun à tous les pays. C'est de critiquer la monnaie qui est en cours et en usage dans le pays dans lequel on critique cette monnaie. Tout simplement parce que la critique de la monnaie
qui est un élément de stabilité, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait le franc CFA, le franc congolais ou ce qu'on en voudrait à la place, c'est l'élément de la stabilité économique et financière d'un État. Quand vous critiquez la monnaie, eh bien tout simplement, vous pouvez provoquer des mouvements économiques et financiers qu'on ne maîtriserait pas. Je crois qu'aucun de nos compatriotes, à ce stade, et compte tenu de toutes les difficultés que vous évoquez par ailleurs, n'a envie que notre pays ajoute au reste des difficultés que nous avons, cette difficulté qui consisterait à déprécier ou à rendre la monnaie moins sûre que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Pour votre information, le franc CFA, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait des préjugés politiques ou pas, c'est un des rares éléments de stabilité sur le plan financier à travers le monde, en Afrique francophone et dans notre sous-région en particulier. Voilà, je crois qu'il ne faut pas jouer avec la monnaie. Essayez-vous de vous rendre dans un pays développé, n'importe lequel. Allez à Washington, aux États-Unis, qui est un des pays de la liberté de l'expression, de la communication, de l'information, et critiquez le dollar. Et vous verrez combien de temps il se passera entre le moment où vous ferez votre point de presse et le moment où les services de sécurité de ce pays viendront arrêter votre point de presse. Voilà, c'est tout simple. Hein. Ce sont des questions hautement stratégiques, des questions hautement politiques sur lesquelles on ne joue pas. Vous avez entendu? J'ai d'abord cru que c'était un sketch, puis qu'il s'agissait d'un individu qui s'était échappé d'un cirque ou d'un asile psychiatrique pour usurper la place du porte-parole. Mais non! Le bonhomme là qui vient de débiter une ânerie après l'autre est bel et bien le ministre franco-congolais de la communication et des médias, Thierry Lézin Mongala. Le type affirme, sans rougir, que critiquer la monnaie est un délit partout dans le monde. Papa, il faut arrêter de boire le vin ou de sniffer de la cocaïne avant de prendre la parole en public. Jusqu'à tu vas prendre l'exemple des États-Unis. Ouais, qu'est? On sait que le ridicule ne tue pas, mais il faut quand même avoir pitié de tes enfants et de tes proches. Et à cet instant de l'émission, je voudrais convoquer Denis Sassou Nguesso. Tonton, viens. Qu'est-ce que le type là, qui est l'antithèse du changement, le défenseur de l'immobilisme et de l'ancien système france-africain, qu'est-ce qu'il fait dans ton gouvernement? Tonton, le papa là te contredit et puis il n'y a rien? Ou bien c'est toi qui nous mentais sur Sud Radio il y a 2 ans? Mongala nous dit par ailleurs que le franc CFA est un élément de stabilité des pays qui l'utilisent. Un tour d'horizon nous permet de voir rapidement que la seule stabilité que le franc CFA a apporté à ces pays est leur ancrage stable dans la pauvreté, le sous-développement, la violence, la corruption et la malgouvernance. Mais soyons charitables. Là où je suis d'accord avec le monsieur, c'est quand il dit que la monnaie, c'est hautement stratégique. En effet, ça l'est. Mais Mongala et moi n'utilisons pas ce mot pour les mêmes raisons. Lui le prend comme argument d'autorité pour disqualifier toute critique et réserver le droit d'en discuter à quelques élus désignés par son cerveau. Et pourtant, qui est mieux placé pour parler de monnaie que ceux qui l'utilisent au quotidien? Le vendeur de kilichi, la commerçante au marché, l'employé qui paye son loyer, la femme au foyer qui gère la ration, l'entrepreneur qui paie les salaires ou qui achète des matières premières. Ah, Mongala! Moi, je parle de hautement stratégique parce que les 2 leviers sur lesquels un État s'appuie pour financer son économie sont le budget et la monnaie. Or, le franc CFA étant arrimé à l'euro, c'est la Banque centrale européenne qui définit la politique monétaire de la zone euro et par ricochet du franc CFA en ne tenant compte que des paramètres, que des besoins, des défis, des challenges européens. Le CFA est comme une charrette qui est traînée derrière. Eux, ils gèrent leurs problèmes et nous, nous les subissons. Même au sein de la zone euro, les tensions dues aux disparités des réalités économiques se font ressentir lourdement.
Alors que l'euro a été configuré pour les besoins d'une grosse économie comme l'Allemagne, des pays moins industrialisés et économiquement moins solides comme le Portugal, la Grèce ou l'Espagne ont du mal à s'en sortir avec cette monnaie forte. Alors vous imaginez bien que nos pays, qui sont derrière comme les fesses en matière d'industrialisation, ne peuvent que se noyer dans le succédané africain de l'euro. Donc, effectivement, la question du franc CFA est éminemment stratégique et doit être traitée avec sérieux, ce que le sinistre Mungala ne fait pas en racontant des bêtises. Et son caractère stratégique exige que la monnaie soit une institution gérée en toute souveraineté. Sinon, c'est la stratégie des autres et ses effets qui s'appliquent à nous. C'est donc non seulement un devoir de critiquer le franc CFA, mais également une obligation de s'en débarrasser. Et c'est pourquoi il est attendu des États de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel qui sont en plein dans la conquête de leur souveraineté dans les domaines sécuritaires, miniers, militaires, alimentaires, etc., qu'ils sortent de cette monnaie coloniale et en lancent une nouvelle. Alors, pourquoi cela tarde-t-il tant? Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. On va regarder ensemble maintenant de quoi il s'agit. Il faut d'abord constituer des équipes qui vont travailler sur la question. Premièrement, le noyau dur, le cœur de l'équipe. 4 profils. Quelqu'un qui travaille sur les questions de monnaie, de balance de paiement, d'inflation, de chômage. Donc, un macroéconomiste. À côté de cela, il faut un spécialiste des comportements des marchés financiers, des achats et ventes de devises, de matières premières, des arbitrages sur les taux d'intérêt, sur les marchés primaires et secondaires de la dette. Donc, un bon gestionnaire de trésorerie. Troisièmement, il faut quelqu'un qui connaît bien les rouages de l'UEMOA, les flux de crédit, la réglementation bancaire de la zone BCAO-UEMOA. Donc, un banquier. Et enfin, il faut quelqu'un qui peut étudier, analyser les traités, les conventions, les accords entre les pays de la Confédération, entre les pays de l'Union, entre les pays de la Confédération et les pays de l'Union, entre les pays de l'Union et la France, entre la France et les pays de l'Union européenne. Et entre tout ce monde et la Banque des règlements internationaux, la BRI, qu'on appelle aussi la Banque centrale des banques centrales, il faut donc un avocat, un juriste en droit international public. À côté de cela, dans le deuxième cercle, il y a une équipe qui va intervenir plus tard, dans laquelle il est judicieux d'intégrer des gens qui sont en contact avec ceux qui vont être impactés par la politique monétaire, les populations. Des gens qui ont une bonne connaissance du monde du travail, qui gèrent l'emploi, le chômage, les salaires, les revenus. Donc, un représentant d'une intersyndicale et un représentant du patronat. S'ils sont intégrés en amont et comprennent les défis et enjeux, ce seront de bons agents pour naviguer le changement. Il faut également prévoir des diplomates qui, une fois que l'on a une bonne idée de là où on veut aller, seront mis en mission pour ouvrir les portes à l'international. Idéalement, il faut un profil Sherpa, c'est-à-dire quelqu'un de grande expérience, très discret, extrêmement bien réseauté, plus technique que politique. Et enfin, il faut quelqu'un qui saura proposer des stratégies et élaborer un discours de façon à sensibiliser, à rassurer, à gagner l'opinion. Un spécialiste en communication. Ensuite, dès que la rupture et le plan de sortie sont actés, on s'attache bien entendu les services de cabinet d'avocats internationaux et on lance le processus qui commencera par une lettre, celle adressée par les chefs d'État sortants à la France. Ça, c'est la partie la plus facile. Alors peut-être que je dis ça comme ça parce que c'est mon métier. Vous me connaissez comme activiste, mais en réalité, j'ai fait carrière comme directrice des ressources humaines dans de très grosses multinationales. Peut-être que je devrais d'ailleurs faire une vidéo pour me présenter, vu que vous êtes des centaines de milliers à nous avoir rejoints ces derniers temps. Mais alors, si c'est si facile, pourquoi est-ce que ça dure tant ? Eh bien parce que nos chefs d'État ont décidé de ne pas pas se rater. Il y a deux architectures qui s'offrent à eux.
La monnaie unique dans le modèle de la fédération ou de l'État unitaire comme les États-Unis, la Suisse, la Russie, la Chine, l'Inde, le Nigeria, le Brésil, et celle dans le modèle actuel de l'UEMOA ou de la zone euro, où chaque pays a son budget, chacun a son président, chacun fait ce qu'il veut et certains paient les pots cassés. Nos chefs d'État de l'AES savent qu'il ne sert à rien d'opter pour le modèle CFA-euro. On voit tous que ce soit en Afrique ou en Europe, ça ne marche pas. Et qu'une monnaie lancée sous ces auspices disparates est vouée à l'échec à plus ou moins brève échéance. Si l'on ne veut pas avoir affaire, comme l'UE ou l'UEMOA, à des politiques d'harmonisation pas respectées, des critères de convergence jamais atteints, des commissions incontrôlables, des parlements inutiles et des cours de justice dont les décisions ne sont contraignantes pour personne, alors il faut unifier avant de lancer la monnaie plutôt qu'harmoniser après avoir lancé. La CEDEAO que nous avons quittée est l'union des États. L'UEMOA que nous allons quitter est l'union des États. Mais ce que le Niger, le Burkina et le Mali veulent faire, c'est l'union des peuples. Et pour cela, il faut absolument aller à la fédération du Liptako-Gourma avec un seul gouvernement, un seul budget, un seul déficit, un marché unique, une seule armée, un seul drapeau, un seul hymne, une seule diplomatie, une seule justice avant de lancer la monnaie de l'État fédéral sur le modèle du dollar états-unien, du franc suisse, du rouble russe, du yuan chinois ou du roupie indien. Tout comme les USA sont composés de 50 États, que la Suisse compte 26 cantons et que la Russie a 22 républiques, le pays que l'on appellera la Fédération du Liptako-Gourma comptera 3 États, l'État du Niger, l'État du Mali et l'État du Burkina Faso. Et de la même façon que les États du Texas ou de Californie n'ont pas d'ambassadeur à Paris, mais que les États-Unis ont un ambassadeur en France qui représente tous les États américains, de la même façon que le canton de Zurich ou le canton de Genève n'ont pas d'ambassadeur à Pékin, mais que la Suisse a un ambassadeur en Chine qui représente tous les cantons de la Confédération helvétique, de la même façon que la République de Tchétchénie ou la République du Daghestan n'ont pas d'ambassadeur à Pretoria, mais que la Russie a un ambassadeur en Afrique du Sud qui représente toutes les républiques de la Fédération de Russie, eh bien, de la même façon, l'État du Mali ou l'État du Burkina Faso n'auront pas d'ambassadeur à Bruxelles, mais il y aura un ambassadeur du Liptako-Gourma auprès de l'Union européenne qui représentera les 3 États de la Fédération. C'est à cela que nos chefs d'État travaillent. Et c'est pour cela que ça prend un peu de temps. Les peuples sont déjà prêts, ils sont déjà intégrés. On comprend donc qu'ils soient impatients. Mais il faut un peu plus de temps pour que ça s'ajuste à tous les niveaux afin d'assurer un lancement sur des bases économiques et politiques solides. Prenons la diplomatie. On est parti du stade où chacun des pays menait sa diplomatie individuellement au stade intermédiaire où nous sommes aujourd'hui, où nous voyons nos 3 ministres des Affaires étrangères participer ensemble à des événements comme le Forum d'Antalya, ou être reçus ensemble par Sergueï Lavrov à Moscou ou par le roi du Maroc Mohamed VI. Le stade final sera qu'il n'y aura plus qu'un seul ministre des Affaires étrangères qui représentera les 3 États de la Fédération. Pareil pour le domaine militaire où nous sommes au stade intermédiaire d'un seul théâtre confédéral des opérations avant d'arriver au stade final d'une seule et même armée avec des soldats portant le même uniforme et répondant au même état-major de Banfora à Ngourti en passant par Gao. Vous entendez qu'on est en train de mettre en place une centrale d'achat commune à l'AES, une banque d'investissement, qu'on travaille sur des projets d'infrastructure et de transport, d'énergie communs pour favoriser les échanges et créer un marché unique. Tout cela est la préparation qui précède le lancement de la monnaie unique dans un État unitaire.
Nous sommes passés de l'individualité à l'union et nous nous dirigeons vers l'unité. Nos chefs d'État sont naturellement conscients que rester dans le franc CFA donne l'occasion à nos ennemis de nous porter des coups sévères. La France peut imprimer des francs CFA en masse pour les distribuer à ses copains terroristes qu'elle a semés et qu'elle entretient au Sahel. Ils savent aussi ce que beaucoup ignorent peut-être, parce que ce n'est pas un épisode qui est enseigné dans nos cursus scolaires, hélas. Mais il y a un précédent, l'opération Persil en Guinée en 1959. J'ai fait toute une vidéo sur ce sujet que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Ça s'affiche quelque part à l'écran, mais en voici un extrait. À l'époque comme aujourd'hui, les Européens ont tendance à faire corps avec la France, tandis que de son côté, Sékou Touré se rapproche du bloc de l'Est. L'URSS, la Chine et le Ghana sont d'ailleurs les premiers à reconnaître la Guinée libre et Fidel Castro reçoit en visite officielle à Cuba en 1960 un Sékou Touré qui a décidé d'abandonner le CFA et de doter son pays de sa propre monnaie. Plusieurs complots, dont 2 planifiant l'élimination physique du président guinéen, ont échoué, ce qui n'a pas pour autant découragé les services secrets français et leurs alliés, des Guinéens de la diaspora installés à Dakar, le QG de l'opération Persil, du nom d'une lessive célèbre à l'époque et qui existe encore aujourd'hui, puisqu'il s'agissait pour eux de laver l'affront. 2 antennes, une à Tambacounda au Sénégal et une à Abidjan, ainsi que 2 sous-antennes en Côte d'Ivoire, une à Mans et une à Odiéné, sont ouvertes. Évidemment, dès qu'il est question d'aider la France à déstabiliser l'Afrique, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont toujours été de bons relais. La France arme et entraîne des groupes d'exilés guinéens s'opposant au nouveau président, met en place un dispositif de propagande et fomente et finance des insurrections. Mais surtout, après avoir fait piller par l'armée française les coffres de l'agence de la BCEAO à Conakry dans la journée du 28 septembre 1958, la date du référendum, et en plus de faire en sorte que les francs CFA restés en Guinée ne puissent plus être utilisés ni au Sénégal ni au Mali, elle va décider d'inonder le pays de faux billets de francs guinéens fabriqués par le SDECE, devenu depuis la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité de l'Extérieur, pour faire s'écrouler la jeune économie. Comme d'habitude, la France n'est jamais vraiment créative quand il s'agit de ses opérations de nuisance en Afrique. Elle s'inspire toujours du pire. De la même façon que Pierre Messmer, le haut-commissaire de l'Afrique équatoriale, puis occidentale française, reconnaîtra, le sourire aux lèvres, s'être inspiré des camps de concentration allemands pour mater les indépendantistes camerounais, de la même manière, ils ont plagié une méthode nazie utilisée contre l'Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, l'opération Bernhardt, pour déséquilibrer et asphyxier l'économie guinéenne. Comme disait l'autre, hâte-toi lentement. Les dirigeants de l'AES et leurs équipes sont au travail. La volonté politique de quitter dans le cauchemar du franc CFA a été affirmée, réaffirmée au plus haut niveau des États et ne fait aucun doute. C'est cela le plus important. Des pays comme le Maroc, la Tunisie, le Vietnam, le Cambodge, la Mauritanie, le Laos sont sortis de la zone franc. Même la Guinée, qui avait été attaquée économiquement par la DGSE sous De Gaulle, ne s'en sort pas plus mal que d'autres pays engoncés dans le CFA. Gérer soi-même sa monnaie n'est pas quelque chose de foncièrement compliqué. Sur 54 pays en Afrique, les seuls qui jusqu'à ce jour sont incapables de le faire sont les 14 pays de l'UMOA et de la CEMAC ainsi que les Comores. Quand les nouveaux billets arriveront sur le marché, 80% du travail aura été fait en amont. Sécuriser le territoire, définir les statuts de la Banque centrale, la valeur et la dénomination des coupures, la création d'un marché unique pour consolider les fondements économiques. Dès lors que cela sera prêt selon un chronogramme que l'on ne va pas divulguer, mais qui tient compte de l'urgence, qui tient compte des opportunités et des dangers du moment géopolitique dans lequel nous nous trouvons, tout ira très vite et selon le plan.
Vous ne voyez peut-être pas encore les grosses feuilles sortir de terre, mais sachez que les racines qui sont en train de grandir en sous-sol sont robustes pour donner un ancrage solide à notre déploiement vers la liberté, vers la maturité, vers le progrès que nous méritons individuellement et collectivement en tant qu'Africains et humains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, et de commenter cette émission pour combattre l'algorithme qui nous invisibilise sur YouTube et Facebook. Et si vous le pouvez, de contribuer aussi à mes cagnottes dont les liens s'affichent à l'écran ou en cliquant sur le bouton « Merci » sous cette vidéo sur YouTube. Merci et à bientôt.